Comme chaque matin, Jean-Paul se réveillait avec l'idée qu'il allait encore devoir sauver le monde. Mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas se passer comme d'habitude. Déjà, son réveil n'avait pas sonné alors qu'il pensait l'avoir programmé la veille. Qu'importe, Jean-Paul avait déjà pris l'habitude de se réveiller sans lui. En tant qu'inspecteur de police, il avait le devoir de se pointer à 8 heures du matin dans son bureau. Il était à peine 7 heures du matin que Jean-Paul, café ciré à la main, se trouvait déjà sur le chemin du commissariat du 10e district. Il avait été affecté par le ministère public pour aider ce district à résoudre des affaires gênantes. À son arrivée, les locaux du 10e district étaient délabrés. À l'accueil se trouvait un assez grand monsieur, cachant sous la table un beignet emballé sur du papier cellophane. Jean-Paul se présenta et demanda M. Brissarmont, chef de la brigade criminelle du 10e district. Le grand monsieur s'empressa d'appeler son responsable hiérarchique. Quelques minutes plus tard, M. Brissarmont débarqua. Un homme assez élégant, la quarantaine, propre sur son uniforme de chef de la criminelle et assez souriant. Il savait pourquoi M. Jean-Paul avait été affecté à la brigade, mais il tenait à expliquer néanmoins comment le commissariat du 10e district fonctionne. Il le fit d'abord visiter les locaux, ainsi que son bureau portant le numéro 1408. Il tenait aussi à ce que Jean-Paul ait un coéquipier. Avant qu'on eût le lui présenter, M. Brissarmont lui donna toute une pile de documents, dont les affaires étaient entreposées des plus urgentes aux moins urgentes. Jean-Paul commença par tirer celle qui se trouvait au fond de la pile. C'était une habitude qu'il avait gardée lorsqu'il travaillait pour le 16e district. Sur la fiche était écrit Dossier Brasse. Une sordide affaire qui s'était passée il y a 3 mois dans laquelle une femme du nom de Brasse aurait perdu son mari dans une bagarre. Cette affaire était restée sans suite, faute de preuves. Les enquêteurs de l'époque avaient jugé qu'il s'agissait d'un règlement de compte. De plus, les assaillants se seraient volatilisés comme par enchantement. Pour M. Brissarmont, cette affaire ne faisait plus partie des priorités du commissariat. Il se retira, laissant Jean-Paul peaufiner tout ce qu'il avait à faire. Sans le dire, M. Brissarmont aurait espéré que Jean-Paul abandonne l'idée de rouvrir le dossier Brasse pour se concentrer sur les affaires qui défrayaient la chronique. Il s'agissait d'un détournement de fonds publics impliquant 4 hommes politiques, dont le chef de la brigade du 11e district. Pour la petite histoire, cet homme avait eu à soudoyer au-dessus de tous plusieurs personnalités pour avoir sa place de chef de la brigade du 11e district. Et rien que pour cela, M. Brissarmont ne voulait pas lâcher l'affaire. 1 heure plus tard, le grand monsieur de l'accueil toquait à la porte du bureau numéro 1408. Jean-Paul lui ouvrit. L'homme avait l'air plutôt satisfait et assez fier de lui, comme si on venait de lui offrir toute une tonne de beignets. Il lui dit: Ah, monsieur Jean-Pierre, à ce qui paraît, je suis ton nouveau coéquipier. On m'appelle monsieur Marcel, mais pour toi, ce sera Marcel tout court. Sois pas étonné, hein. Tout le monde est polyvalent ici. Un jour, tu pourras te retrouver à l'accueil, qui sait. Mais bon, je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. On peut se tutoyer, non? De tous les crétins qui pouvaient exister, on m'avait assurément attribué le meilleur d'entre eux, pensa Jean-Paul. Il fronça sa mine comme pour dire: Je m'appelle pas monsieur Jean-Pierre, mais monsieur Jean-Paul. Mais il se retint et ne dit point mot. Il invita par ailleurs monsieur Marcel à s'asseoir et il lui demanda tout ce qu'il savait sur le dossier Brasse. Marcel s'exécuta Ah, machinalement. monsieur, c'est bien une sale affaire, hein. Il y a quelques mois, lors d'une patrouille, mon copain Kevin Arnold et moi faisions une petite ronde dans le secteur ouest. Nous avons trouvé un corps gisant allongé, personne autour. Nous avons tout de suite appelé du renfort et les services. À leur arrivée, l'homme était mort. D'après l'autopsie, c'était une rixe qui aurait mal tourné. Une espèce de règlement de compte à la Al Capone, tu sais. Il faut dire que les hommes qui traînaient dans ces secteurs-là sont assez louches. Et puis il s'arrêta. Pour Jean-Paul, l'histoire était trop courte et il était étonné que les enquêteurs n'étaient pas allés au-delà de ce que l'autopsie avait dévoilé. Il ne pouvait se rappeler de l'histoire qui remontait à 10 ans, où un homme avait été assassiné par ses collaborateurs car ce dernier en savait trop sur les magouilles qui se trimaient dans son entreprise. Jean-Paul essaya d'en savoir un peu plus sur M. Brasse, ses contacts, sa famille, tout ce qui pouvait l'aider à voir un peu plus clair sur cette affaire. Au dire de Marcel, aucune information n'avait été révélée à ce sujet. Jean-Paul prit l'initiative d'aller voir Madame Brasse pour en savoir plus. Marcel le suivit avec un carton de beignets qu'il aimait bien emballé dans du papier cellophane.
Arrivé chez Madame Brasse, celle-ci affichait une mine décontenancée, comme si toute la misère du monde lui avait été tombée sur la tête depuis que son feu mari était mort. Elle proposa du thé et des croissants aux messieurs, ce que Marcel accepta volontiers. Jean-Paul ne voulait pas se laisser distraire. Il essaya d'en savoir plus sur la vie de son mari. Il sortit son carnet et prit note. Après cette entrevue, Jean-Paul avait noté que M. Brasse était un homme d'affaires qui s'était spécialisé dans la contrebande et qui était avant sa mort sur une affaire de 500 millions d'euros avec son ami lui, dit le boucher, certainement parce qu'il avait toutes les boucheries du secteur ouest. Un homme sulfureux, dont la réputation dans le secteur ouest n'était plus à décrire. Il n'avait jamais été inculpé dans aucune des affaires et il semblait être ami avec quelques hommes très haut placés. Il était déjà 18h que Marcel fit remarquer à Jean-Paul qu'il était temps pour lui de rentrer rejoindre sa petite maman. Sur ses grands airs, Marcel vivait encore chez sa mère. C'est certainement cette tendresse maternelle qui lui donnait cet air de joyeux simplet. Pour Jean-Paul, rien qu'à l'idée de savoir qu'une brèche était encore ouverte sur le dossier Brasse l'excitait encore plus, et il ne pouvait pas rentrer chez lui directement. Il décida de faire cavalier seul ce soir-là. Il prit l'initiative d'aller poser quelques questions à ce fameux lui qui habitait dans les beaux quartiers du secteur ouest. Sa maison était perchée sur une colline entourée de quelques voitures, comme si tous les dignitaires de la pègre se seraient donné rendez-vous chez lui. Jean-Paul sonna, il entendit une voix venant de l'interphone, lui demanda de se présenter. Il le fit, ce qui lui donna accès à la maison. Les gardes du corps de M. Lui étaient postés devant l'entrée principale. M. Lui sortit personnellement pour rencontrer son hôte. Monsieur l'inspecteur, bienvenue, que puis-je faire pour vous? Jean-Paul reprit son carnet et posa les mêmes questions qu'il avait posées à Madame Brasse. M. Lui, gêné et presque furieux, s'écria. C'est fou, m'a bien. On était sur une grosse affaire. Il a voulu m'escroquer. J'avais décidé de régler son compte moi-même, mais quelqu'un s'était chargé de cette sale besogne. Je ne serais pas allé jusqu'à le tuer, mais une bonne correction lui aurait suffi. Si j'étais vous, j'irais voir sa maîtresse, Miss Léona, qui vit dans le secteur sud. Elle avait l'habitude de lui rendre visite après chaque grand coup et d'y planquer aussi son argent. J'y serais bien allé moi-même, mais mon bracelet électronique m'interdit de me déplacer à plus de 3 kilomètres. À la fin de son plaidoyer, presque émouvant, il donna l'adresse exacte de Miss Léona et une photo de famille qui avait été prise par ses gardes du corps où on pouvait bien identifier Miss Léona, M. Brasse, M. Lui et d'autres personnes qui avaient rejoint l'équipe pour l'apéro ce jour-là. Pour Jean-Paul, M. Lui était le suspect numéro 1. Il était assez furieux que les enquêteurs n'eussent pas trouvé plus de mobiles pour inculper M. Lui. Il faut croire que ces derniers avaient ses influences dans beaucoup de domaines. Jean-Paul alla néanmoins chez Miss Léona. Chez elle, la porte était ouverte. Une voix au loin s'entendait, comme si on venait d'étrangler quelqu'un. Jean-Paul sortit son arme, un revolver S-45, et courut aussitôt sur l'endroit où il avait entendu le bruit. Il ne vit rien, mais quelques instants plus tard, il aperçut une silhouette qui se dirigeait vers une balustrade au premier étage de la maison, et tira un coup de feu vers cette direction, mais la silhouette disparut aussitôt. En montant à l'étage, il vit Miss Léona gisant de sang. Il crut un instant que c'était sa balle qui l'aurait touché, mais il s'aperçut que le sang gisait depuis la chambre à coucher. Apparemment, le meurtrier s'apprêtait à se débarrasser du corps. Il avait réussi à s'enfuir par le balcon. Jean-Paul appela aussitôt les secours. La femme avait été poignardée par 10 coups de couteau. Le lendemain, l'instinct de Jean-Paul l'amena chez Madame Brasse. Il voulait savoir si elle était au courant de la liaison extra-conjugale de son mari. Ce matin-là, Madame Brasse semblait souffrante. Elle prit du temps à sortir de sa chambre. Elle boitait et tenait une canne au poignet. « Bonjour, Madame Brasse. Désolé de vous importuner. Il s'est passé un drame hier soir et j'aimerais savoir si vous étiez au courant de la liaison que votre mari avait une certaine... Léona? rétorqua Madame Brasse. Eh bien oui, monsieur. Et j'en suis bien contente. L'affaire n'avait même pas encore été publiée que Madame Brasse semblait être déjà au courant. Jean-Paul commençait à se douter de la culpabilité de Madame Brasse. Il lui demandait où elle avait passé la nuit. Madame Brasse bégaya un instant, puis dit
J'étais chez moi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à faire. Au revoir, monsieur. Jean-Paul ne comprenait pas pourquoi elle était devenue aussi désagréable. En sortant, il aperçut au niveau du couloir qui donnait sur la chambre extérieure des traces de sang. Ça ressemblait à du sang humain. Il comprit qu'il s'était passé quelque chose dans la maison. Il demanda à Madame Brass s'il pouvait inspecter les lieux. Celle-ci refusa. Il décida alors d'appeler son coéquipier Marcel qui s'empressa de venir avec un mandat de perquisition sous le motif de suspicion de meurtre. Madame Brass fondit en larmes lorsqu'elle sut que les policiers étaient en route pour perquisitionner son domicile et elle commença à expliquer tout ce qui s'était passé. Elle avait engagé des hommes avec l'aide de son amant, lui, pour tuer son mari et prendre les 500 millions d'euros qu'il avait planqués chez sa maîtresse Léona. Quand Jean-Paul eut accès à une des chambres extérieures, il vit un sac rempli d'argent et du matériel médical, comme pour retirer une balle. Madame Brass dénonça aussi les hommes qui avaient été employés pour tuer son mari. Ils furent tous arrêtés. Elle et son amant, lui, furent arrêtés pour meurtre et complicité de meurtre.